Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission SLAP, Salon littéraire africain de Paris. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques minutes de littérature, d'histoire et de géopolitique. Je suis Guillaume Adoui, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toutes les communautés afrodescendantes de l'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. Votre rendez-vous littéraire de ce jour va vous entretenir de la littérature togolaise, la littérature du Togo. Nous allons aujourd'hui aborder la biographie et l'œuvre de Félix Kuchoro, qui est un grand écrivain africain, africain de l'Ouest, togolais, mais aussi béninois, dahoméen, puisqu'il est né d'un des parents dahoméens à Ouida. La littérature togolaise est donc ici à l'honneur, mais je vous mets en garde tout de suite, il ne sera pas question de Kanyi Alem, de Sami Chak, de Théo Ananiso, de Kossi Efoui, ni d'aucun autre écrivain togolais de la nouvelle génération. Il sera bien sûr uniquement question de Félix Kuchoro. Nous allons aujourd'hui rendre hommage à Félix Kuchoro à travers son immense œuvre « L'esclave ». L'œuvre de Félix Kuchoro intitulée « L'esclave », parue en 1929, mise à part cette œuvre, la littérature togolaise, les textes littéraires togolais datent du début des années 1950. L'esclave est donc le premier ouvrage de fiction d'un auteur togolais, mais pas que. Béninois, mais pas que. Africain, oui. Dans le contexte historique de l'époque. C'est le premier ouvrage de langue française à avoir une certaine longueur, près de 300 pages, et à être commis par un Africain du continent. Félix Kuchoro, tout un symbole donc. La littérature est le miroir de la société qui reflète la vie politique et la vie culturelle de cette société donnée. Quoi qu'il soit le produit de l'imagination du romancier, le roman veut donner l'illusion d'un réel vécu. Parfois, le romancier relate en prose des aventures inventées ou des situations vécues mais transformées et combinées pour charmer et éduquer. N'est-ce pas dans cet ordre d'idées que s'inscrit le roman « L'esclave » de Félix Kuchoro, qui retrace l'histoire de Maou Laoué, qui est le personnage principal de l'ouvrage. Maou Laoué, ce qui veut dire en minant Gengbe, langue parlée au Togo et au Bénin, également au Ghana. Maou Laoué veut dire Dieu pouvoira, Dieu fera, Dieu exaucera. Je vous lis dès à présent un morceau choisi de cette œuvre à la prosodie africaine, paternaliste africaine. Je cite: « Ma fille, tu pars de chez nous pour aller vers ton mari. Tout le monde n'a point la faiblesse d'un père, ni l'affectueuse indulgence d'une mère que tu trouves ici, chez nous. Te voilà avec un mari avec qui ton inexpérience de jeune fille va vivre. » Fin de citation.
La trame de l'histoire de ce roman se focalise sur un personnage, Maoulaoué, qui est un esclave acheté dès l'âge de 8 ans par le vieux Komlangan, qui l'éduqua au même titre que sa propre progéniture, Komlangan, son propre fils, Komlangan. Cependant, à la mort du vieux, du maître, Maoulaoué n'eut pas droit à l'héritage. Les choses se gâtèrent entre l'esclave et la progéniture du vieux, Komlangan, son enfant, pour que vous puissiez bien comprendre. Le vieux s'appelle Komlangan, qui a un prénom indigène au Togo, authentique, et il a mis au monde un fils, son unique fils, qui s'appelle également Komlangan. Et c'est avec ce dernier que le fils adoptif, on va dire ça comme ça, l'esclave, disputera l'héritage. Tentons à présent, dans notre analyse, d'éclairer les pointes d'ombre de ce roman à travers les thèmes suivants qui ressortent: la paresse, l'infidélité, l'oppression, l'hypocrisie, la beauté, l'injustice, les envoûtements et malheureusement le meurtre, le crime fratricide. La première partie de cette œuvre comporte 7 chapitres. Je cite rapidement au passage les chapitres, les titres. Une nuit de noces, lendemain de noces, le tam-tam, après les fêtes et l'amour vint. Coup de foudre, fratricide. Voici les 7 chapitres qui composent cette première partie. Nous y apprenons dans cette première partie la mort du vieux Komlangan. Nous y découvrons également les velléités de l'esclave, le fils adoptif, Maoulaoué, qui, je rappelle, a été acheté par le vieux Komlangan dès l'âge de 8 ans dans un marché d'esclaves. Maoulaoué a été parfaitement intégré dans la famille d'accueil au point qu'à la mort de son maître, il revendique une part de l'héritage. À tort ou à raison, mais nous savons que l'héritage, en absence de disposition, en l'absence d'un testament, est une affaire de sang. Donc, va rapidement s'installer un climat délétère ou presque de haine entre le fils adoptif et le fils légitime du vieux Komlangan, c'est-à-dire entre l'esclave Maoulaoué et le fils du vieux, du maître Komlangan. Le dossier de l'héritage, la question de l'héritage divisera profondément les deux protagonistes. Le fils légitime et l'esclave, le fils adoptif. Au départ, s'installera une sourde tension qui rapidement va se transformer en une véritable haine, de par la concupiscence même de Maoulaoué, l'esclave, qui cherchera à se venger du fils légitime de son maître, en commettant dans sa vengeance l'adultère, l'inceste,
puisque il ne faut pas se tromper, bien qu'étant un fils adoptif, il était éduqué par le vieux en même temps que son propre fils et partageait une certaine proximité avec toute la famille de ce dernier. Mais cela ne l'empêchera pas d'essayer et de réussir à coucher avec une des épouses, me semble la quatrième épouse du fils de son maître, comme un gland. Et à partir de cet acte, il se mettra à l'idée d'éliminer tous les témoins gênants de cette scène-là. Et il réussira à les éliminer, à les tuer un à un, jusqu'au mari, comme Langan, son frère, fils de son maître, qu'il finira par tuer également. Le roman L'Esclave de Félix Couchoreau est une œuvre émaillée de références, une œuvre à l'africanité authentique, intrinsèque. On sent l'Africain authentique et fier qui raconte son espace naturel et décrit son cadre. Je vous lis un passage du premier chapitre, page 20. Dans l'herbe humide de rosée se font entendre les petits cris des 1000 artistes de la nuit, minuscules insectes que 12 heures de chant continu ne fatiguent pas, dont la musique monotone accompagne le pas pressé du cultivateur attardé, traversant la nuit pour regagner sa chaumière. Par moments, des lueurs scintillent dans l'herbe, vives et phosphorescentes. Ce sont des vers luisants. Chaque clan déploie ses dons. Pendant que les insectes musiciens peuplent la nuit de brousse de leurs accords, d'autres, humbles créatures, la percent de leur feu étincelant. Fin de citation. Le festival de sons et lumière des insectes dans la brousse a émaillé la page 23-24 de l'œuvre, de la page 20 à la page 24. Nous allons à présent essayer de démontrer comment dans l'œuvre de Félix Couchoreau, L'Esclave, le paysage irrelatif est africanisé et humanisé. Ce processus qui correspond au programme littéraire présenté dans la préface d'ailleurs, qui est réalisé par diverses scènes et formulations du roman. Ceci devient particulièrement clair à travers une comparaison avec un autre roman colonial de l'époque qui s'intitule La Soudanaise et son amant, paru en 1924-25, un roman de Jean-Francis Boeuf, qui, d'ailleurs à ce propos, il y a une controverse de l'œuvre de Félix Couchoreau, le bénino-togolais, qui serait tenté d'être accusé d'avoir commettre un plagiat de l'œuvre du français Jean-Francis Boeuf, intitulé La Soudanaise et son amant,
paru, on va dire, 4-5 ans plus tôt, puisque L'esclave de Félix Couchoro est paru en 1929. Et on nous annonce 1924-25 pour l'œuvre La Soudanaise et son amant de Jean-Francis Boeuf. Il y a eu une controverse, nous allons y revenir tout à l'heure. D'abord, on va situer l'œuvre L'esclave en son temps. Comme l'a si bien dit Yves-Emmanuel Daubé dans la préface de son édition de 1983, il faut situer ce roman dans le cadre de la littérature négro-africaine. Négro-africaine naissante. Il faut remonter à l'époque de la Harlem Renaissance pour mieux comprendre le cadre de naissance de ce roman. L'esclave, l'œuvre de Félix Couchero, en dehors d'un public de lettrés du Dahomey et du Togo et du milieu de la dépêche africaine, à l'enseigne de laquelle l'œuvre a été publiée en 1929, l'esclave n'a pas connu de la part du grand public l'accueil dont ont bénéficié pourtant les romanciers africains des années 1950. Ce n'était pas le même contexte. La négritude n'était pas encore passée au moment de l'œuvre de Félix Couchoro. On était encore en 1929 et sur le plan de la littérature négro-africaine, on va dire que seule l'œuvre de René Maran, intitulée Batouala, dont le sous-titre était Véritable roman nègre, faisait parler d'elle, cette œuvre, puisque Batouala recevra le premier prix Goncourt attribué à une œuvre noire, d'un auteur noir, pas africain, mais afro-descendant. Pour rappel, René Maran est d'origine guyanaise, bien qu'étant né en Martinique et a grandi à Bordeaux au milieu de l'aristocratie bordelaise. D'ailleurs, le père de René Maran était lui-même un fonctionnaire colonial, un administrateur colonial, et René Maran exerça lui-même en tant qu'administrateur colonial de 1910 jusqu'à sa démission en 1923, puisque son œuvre Batouala sera très mal reçue par le corpus d'administrateurs coloniaux de l'époque, ses collègues notamment, mais aussi par les Français moyens ou carrément certains racistes qui n'avaient pas apprécié ces critiques de fronde de l'intérieur de l'administration coloniale elle-même. D'autant plus que René Maran était, lui, un administrateur. Il siégeait au fort Archambault au Tchad. Voilà, d'où il appréciait, comment dire, les traitements qu'il dénonçait, les mauvais traitements administrés aux indigènes qu'il dénonçait dans son œuvre Batouala, par sa plume qu'il prêta pour donner écho aux mots crus de la bouche du chef Batouala, personnage éponyme du roman, un chef indigène des Bandas, le chef des Bandas, Batouala. Voilà. Donc, on va revenir à l'œuvre de Félix Couchero dans le contexte et dire que cette œuvre n'a pas été très vulgarisée dans les milieux africains, puisque dès le départ, il
elle apparaissait comme une œuvre produite pour la métropole, pour un public européen blanc. Et donc, cette œuvre fut méconnue du public africain. Nous allons y revenir également. Après sa première publication, donc à Paris, L'esclave, l'œuvre de Félix Couchoreau, a en effet été repris et publié sous forme de feuilleton dans le quotidien Togo Presse, à Lomé, entre le 27 avril et le 30 septembre 1962. La note de la rédaction de Togo Presse l'introduit comme suit, je cite. Pour son premier feuilleton, Togo Presse est heureux de présenter à ses lecteurs un roman dû à la plume d'un auteur togolais et dont les personnages évoluent dans le cadre de la campagne togolaise. Fin de citation. Les lecteurs togolais ont pu donc avoir le sentiment que ce roman, destiné et présenté d'abord à un public métropolitain européen, parlaient néanmoins de leur pays, politiquement indépendant depuis 1960, et d'une situation dans laquelle ils se retrouvaient et se reconnaissaient. Nous sommes dès lors amenés à nous demander comment ce roman a pu, avec un décalage de 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs, intéresser un public métropolitain, d'abord africain, ensuite, Togolais et Béninois, enfin. Question à laquelle nous essayerons de donner une réponse à partir de la question du paysage. Et vous verrez que ce roman, cette œuvre, est un patrimoine africain, dans tous les sens du terme. C'est un patrimoine africain. Le résultat de la Grande Guerre a en effet éloigné de la scène l'un des deux maîtres coloniaux pour n'en laisser qu'un seul. La guerre dont on parle ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne, l'Allemagne qui était un des deux pays colonisateurs du Togo. Donc l'Allemagne s'étant effacée au profit de la France. C'est ce que nous rappelait l'analyste. Ce qui n'empêche pas que le pays reste divisé en deux par le fleuve, le Mono, dont il est couramment question dans l'œuvre. L'auteur magnifie et célèbre le Mono. En même temps aussi, le pointe du doigt lorsque ce dernier fait œuvre de cruauté envers les mêmes populations. Le roman se fait en tout cas l'écho d'un certain triomphalisme de la part du maître qui a remporté la partie. Et maintenant là-bas, je cite, et maintenant là-bas, au-delà du Mono, ce n'est plus le Germain. Un autre Gaulois se dresse, magnifique, avec sur ses lèvres le sourire du conquérant. Page 17. Mais la réalité nouvelle que le triomphalisme du discours officiel ne parvient pas à masquer, c'est que les deux voisins du fleuve Mono, que sont le Dahomey, le Togo, selon les divisions de l'administration coloniale, les Africains riverains des deux rives du Mono seront désormais frères, parlant la même langue et demeurant sous la même administration coloniale française. Hésite donc l'Allemagne. Hésite définitivement l'Allemagne pour ce qui concerne le Togo. Donc ces deux frères devront dorénavant se tendre la main par-dessus l'invisible mitoyenneté qu'est le Mono, le fleuve. C'est un peu comme le fleuve Congo qui sépare les deux Congos ou qui les met face à face.
Le mono est comme ça pour le Bénin et le Togo. En tout cas, pour la population riveraine. Nous allons à présent conclure avec ce roman et aborder d'autres aspects, la stylistique et l'aspect un peu controverse. Le roman se termine par une scène de suicide, relatée avec force, détail et accompagnée d'une condamnation sans appel du méchant de la fable, l'esclave Maoulaoué. Dieu pouvoira, Dieu fera. Dieu s'est occupé de lui, du méchant. Ainsi, je cite, « Ainsi mourut Maoulaoué, l'esclave ambitieux, l'inceste, l'esclave criminel, de la mort par la pendaison, de la mort de Judas Iscariote, de la mort sans repentir, de la mort sans pardon. » Page 282. Venons maintenant à la controverse, la polémique suscitée par l'œuvre L'esclave de Félix Couchereau. Polémique venant d'un parallèle fait avec une autre œuvre, comme je le disais, parue quelques 4 ou 5 années auparavant, qui s'intitule La Soudanaise et son amant, de Jean-Francis Boeuf. Selon Alain Ricard, qui est un chercheur, enseignant, anthropologue français, disparu le 27 août 2016 et qui avait la particularité d'avoir enseigné également la littérature africaine, la littérature tout court, à l'université du Bénin à Lomé, au Togo. Alain Ricard, donc, une des figures majeures de la recherche mondiale sur la littérature de l'Afrique, dans un de ses articles consacré à Félix Couchereau, a traité du roman et de l'œuvre de l'auteur en général. Vous savez, Félix Couchereau est un auteur très prolixe qui a signé de son vivant une trentaine d'œuvres. Donc, sous le titre « Littérature coloniale et littérature africaine », Alain Ricard a montré comment le projet littéraire de Félix Couchereau est né de la littérature coloniale. Comment s'est développée son œuvre dans ce cadre d'écriture et comment est inscrite l'œuvre comme une possible rénovation interne de cette écriture coloniale. Au niveau politique, ce programme se traduit en projet littéraire d'appropriation de la littérature coloniale, tout en restant pris dans l'écriture coloniale que l'auteur veut contester de l'intérieur. Nous connaissons à partir des recherches d'Alain Ricard le roman colonial qui a servi de modèle à Félix Couchereau dans L'Esclave, comme celui-ci l'a avoué lui-même dans 2 lettres à Albert Gérard le 21 mars et le 23 septembre 1966. Ce roman, il est bien vrai, est La Soudanaise et son amant de Jean-Francis Boeuf. Félix Couchereau a reconnu cela. Mais pour les spécialistes, ceux qui ont lu et comparé les 2 romans, il y a un supplément d'âme à l'africanité qui est naturel chez Félix Couchereau. Alain Ricard, dans sa comparaison, ira plus loin en cherchant des éléments dans sa mise
en parallèle les deux tests. Le test de Félix Couchoro et celui de Jean-Francis Boeuf. Il essaiera de trouver tout ce qui les oppose également. Ce qui l'oppose aux clichés les plus éculés du roman colonial et aux notations racistes de l'auteur français. Félix Couchoro, qui lui se signale d'emblée comme un indigène qui écrit de l'intérieur et qui sait que le cœur humain est partout le même. Ricard Alain souligne encore que la construction manichéenne est identique chez les deux auteurs. L'esclave est un monstre, dira-t-il. L'esclave est un monstre. Il est de plus un monstre du Nord. Et là, par mégarde, en quelque sorte, Félix Couchoro s'inscrit dans la mythologie coloniale qui fait des nordistes, des analphabètes et païens, de redoutables sauvages. Fin de citation. Pas gentil. Que des clichés, à mon avis. À partir de ces prémices, le critique conclut que la volonté avouée de réhabilitation et une vision du monde marquée en profondeur par l'inconscient colonial marquent toute l'œuvre de Félix Couchoro et s'exprime dès son premier test. Nous allons à présent voir le traitement du paysage dans l'esclave. Le paysage africain. Couchoro, Félix définit le cadre géographique où se déroulera l'action du roman. Dans un style encyclopédique, il trace les contours d'un espace géographique qui n'est pas encore un paysage, qui fait partie de l'Empire français ou de la plus grande France, ce qui est démontré par la typonymie, le Dahomey, le Togo ou l'Ouest africain. Félix Couchoro évoque les frontières telles qu'elles étaient définies sous le régime colonial, notamment par les institutions qui transmettent le savoir qui y est lié. Les manuels scolaires, les leçons de géographie dans le contexte d'un enseignement français, ce qui semble aller de soi. C'est la manière dont les langues africaines, le Fongbe, le Gengbe, le Mina et le Washi, prononcent le nom du fleuve Mono, qui synthétise tout ce que signifie le fleuve pour les riverains, c'est-à-dire ses bienfaits, ses caprices, ses cruautés. En d'autres termes, le signifiant africain fonctionne comme une synecdoque de toute la chose signifiée. La réappropriation linguistique du fleuve Mono à travers la bonne prononciation de son nom a comme conséquence de transformer du même coup tout l'espace alentour. Il ne s'agit plus donc du Togo ni du Dahomey, mais bien de notre pays, et les sèches informations du manuel de géographie selon lesquelles les deux rives du fleuve arrosent les contrées de l'Ouest africain. Félix Couchoro évoque d'abord l'utilité commerciale du fleuve par rapport à l'agriculture et au transport des produits de l'intérieur du pays vers la côte. Mais on a le sentiment qu'il a hâte de quitter ces prosaïques utilités pour en arriver aux douces poésies. Donc, à ce que nous avons appris à considérer comme l'essence d'un paysage, son aspect vivant, animé, illuminé du soleil diurne et de la lune nocturne. Sa capacité à donner une atmosphère de paix et de gaieté aux riverains aussi.
Par ailleurs, cette description anticipe en quelque sorte l'action du roman en évoquant l'interaction entre les populations et le paysage qu'elle habite. Dès cette préface, en effet, les auteurs des énoncés et des informations concernant les dangers et les méfaits ou perturbations causés par le fleuve, mais aussi les témoins de ce qui est dit. En somme, ceux qui assument la perspective sont les générations successives des riverains. Page 14. Après avoir réhabilité leur langue à travers la bonne prononciation du nom du fleuve Mono, l'auteur leur donne ainsi une voix. On les entend prononcer avec respect. Le Mono se lève, et quand il plaigne le sort du pauvre noyé, c'est avec une crainte pleine de respect qu'il répète « Mono, Mono, Mono ». L'auteur commente « Ce soupir synthétise la résignation avec laquelle on doit se soumettre aux implacables volontés du fétiche qu'est le mono. » Page 15, où le mono est comparé à un fétiche. Pourquoi? Il y a plein de raisons à cela. Puisqu'il connaît la signification de leur soupir, c'est qu'il fait donc partie de leur communauté. Oui, Félix Couchoro est un autochtone. Toute l'action du roman semble ensuite déterminée par la présence et par les agissements du cours d'eau, comme le suggère l'auteur lorsqu'il affirme que le mono exerce sur les hommes l'irrésistible attraction des fleuves. Fin de citation. Le paysage chez Félix Couchero est déjà par sa beauté naturelle, par les soins qu'on lui applique, par la vie de ses habitants, un paysage civilisé, harmonieux, manifestant une vie pleine de dignité. Le dernier paragraphe de la préface de Couchero prépare le lecteur à ce qui l'attend dans les chapitres qui suivent. Ce qui pourrait surprendre à première vue, c'est le fait que l'action du roman sera marquée par les plus cruelles et donc aussi les plus laides passions du cœur humain. Je cite, l'orgueil, l'ambition, la haine, déclenchée par les dieux, excitants que sont l'argent et la femme. L'orgueil, l'ambition, la haine déclenchée par les deux, excitants que sont l'argent et la femme. Je salue et je remercie Monsieur Simon Agbeko, Amegleame, et Monsieur Yves-Emmanuel Dobé, à qui nous avons emprunté quelques notes de leurs études consacrées à Félix Couchero. L'écrivain togolais Félix Couchero, pour mieux le connaître, est né le 30 janvier 1900 à Ouida, au Dahomey, l'actuel Bénin, probablement d'un parent béninois, un des deux parents béninois et l'autre togolais. Il est décédé le 5 avril 1968 à Lomé au Togo. Félix Couchero est donc un romancier, nouvelliste, essayiste et scénariste de cinéma et feuilleton. Félix Couchero est un écrivain pluriel donc, accompli, qui s'inscrit délibérément en marge des grands courants de la littérature africaine telle qu'elle est connue aujourd'hui. Son œuvre, pourtant riche de près d'une trentaine de titres, certains inédits, est longtemps restée méconnue. Elle est pour la première fois rassemblée par Simon
Agbeko Amebleanu et non, Amebleame. Je répète, pour ne pas écorcher le nom de cet illustre intellectuel togolais. Simon Agbeko Amebleame et autres qui ont rassemblé toute l'œuvre de Félix Kouchoro, une trentaine d'œuvres. Oui, je vous disais, son œuvre est riche de près d'une trentaine de titres, certains inédits et qui restent encore méconnus. Je vous donne quelques titres. Bien sûr, L'Esclave, que nous venons d'étudier, qui est un roman publié en 1929. Amour de fétiche, roman publié en 1939. Drame d'amour à Anécho, roman publié en 1950. L'héritage, cette peste, roman publié en 1952. Max Messon, roman publié en 1955. Béa et Marilou, roman publié en 1963. Sinistré d'Abidjan, roman publié en 1963. Pauvre Alessandrine, roman publié en 1963. Ici-bas, tout se paye, roman policier publié en 1963. La dot, plaie sociale, roman publié en 1963. Le passé ressurgit, roman publié en 1965. Les 10 plaies d'Afrique, roman récit publié en 1966. Les caprices du destin, roman publié en 1966. Accusé, levez-vous, roman publié en 1966. Amour de féticheuse au Togo, roman publié en 1966. Gangster et policier, roman policier publié en 1966. Les gens sont méchants, roman publié en 1967. Le secret de Ramanou, roman historique publié en 1967. L'homme à la Mercedes-Benz, roman publié en 1968. Fille de nationaliste, roman publié en 1968. D'Aklakou à Elmine, légende, publié en 1968. Tu ne déroberas point, roman inachevé, 1968. Nouvelle et recueil et autres, de 1952 à 1968. Et d'autres œuvres. Félix Kouchoro étant décédé en 1968. Chères auditrices et auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi s'achève notre émission de ce jour. Je vous remercie pour votre attentive écoute. Je suis Guillaume Adouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toute la communauté afro-descendante de l'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. Vous pouvez me retrouver 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 16h, heure française, sur la radio panafricaine, l'Afrique d'une seule voix, dans l'émission littéraire Odyssée dans nos oreilles. Je vous demanderai une petite faveur, c'est de ne pas oublier de vous abonner sur notre page, ce qui nous encouragera à vous préparer d'autres contenus, mais aussi de nous faire des suggestions si vous avez des sujets que vous souhaitez nous voir traiter. N'oubliez pas, vous avez toutes nos coordonnées sur cette interface. Merci, à très bientôt. Dans votre émission SLAP, revue littéraire du Salon littéraire africain de Paris, qui sera un événement physique bientôt. On vous donnera les dates et les éléments pour célébrer le corpus de la littérature africaine et diasporique d'Afrique et des diasporas africaines. Merci bien.